And now, on with the show. Tout de suite, Biopic. avec David Castello-Lopez, on parle d'un art, le 7e, et d'un de ses films de chevet. La Bostella d'Edouard Baird. Allez, au boulot. Allez, ça suffit de déjeuner. Ça s'éternise, non, ça s'éternise. Allez-y, allez vous changer, on va travailler, on y va. T'es pas venu ici pour bouffer, pour boire, t'es venu pour bosser. Allez, ça s'éternise. Est-ce que comme Edouard Baird, qui joue donc cet humoriste qui part en Camargue avec des copains pour créer une émission, Oui. est-ce que comme lui, tu sais pas toujours si t'es un homme de télé ou juste un mec perdu? Est-ce que comme lui, je sais pas si je suis un homme de télé ou un mec perdu. Je pense qu'il y a des choses qui pèsent sur ses épaules et qui n'ont dans ce film-là et qui n'ont jamais pesé de la même façon sur les miennes. Donc je pense que je peux pas savoir si dans les mêmes circonstances que lui exactement, je serais perdu au niveau où il est perdu. Mais donc voilà, je peux pas dire que je suis comme lui dans ce film, mais je soupçonne, j'ai l'intuition que je serais aussi perdu que lui, quoi. Parce qu'on s'est croisés, on se connaît sans se connaître, mais c'est vrai que dès que j'ai vu les premières secondes de ce film, que j'avais jamais vu, La Bostella, Ouais. je vois Edouard Baird et je vois David Castello-Lopez, physiquement même. Ouais, Tu t'en es rendu compte, c'est conscient? Ouais, je crois il y a une gueule quand même de bobo parisien qui d'ailleurs a commencé, je crois, dans ces années-là. Les cheveux un peu n'importe comment, la barbe de 3 jours, un peu débraillée comme ça. C'est un peu un uniforme du bobo parisien. Et je pense que c'est vrai que je suis un peu comme ça, mais que si tu regardes, c'est un type, quoi. J'ai failli te remettre ton col, puis je me suis dit non, ça fait merde, partie. non, Ça fait fait pas du tout partie du partie. truc. C'est pas Ça fait exagéré. partie du bobo parisien. Mais ça m'est arrivé. Je me souviens très bien d'une fois comme ça, où j'ai pris conscience d'un truc. Je suis passé devant la terrasse d'un café, mais ça devait être il y a 20 ans déjà. Je passe devant la terrasse d'un café à Paris, et je regarde les hommes, et je me suis dit, mais ils me ressemblent tous, ou je leur ressemble tous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a choisi un peu, ouais, non, moi j'aime bien la barbe. Et en fait, on est complètement surdéterminé. Et Edouard Baird, je pense que c'est ça, quoi. C'est une tête de mec, un parisien un petit peu intello comme ça. Et après, par ailleurs, c'est vraiment une des personnes dont j'ai été fan, quoi. Et donc, dans une certaine mesure, il y a des choses d'Edouard Baird qui ont dû m'influencer dans ma façon de parler, dans ma façon de faire des blagues. Donc, c'est pas si étonnant que tu te sois dit ça, je pense. Salut David Castello-Lopez. Bonjour, monsieur Grenier, comment ça va? Bienvenue dans Biopic, donc ce podcast cinéma dans lequel on reçoit des invités qui nous parlent d'eux à travers justement un film de chevet, un film amulette. Tout ça dans une salle obscure, choisie si possible par l'invité. Où sommes-nous? Alors, on est dans un cinéma qui s'appelle l'Action Christine, au quartier là-dedans, rue Christine à Paris. Anciennement l'Action Christine. Anciennement l'Action Christine, qui ne s'appelle plus l'Action Christine. Christine Cinéma Club. Christine Mais Cinéma restons Club. sur l'Action Christine Sur pour l'Action l'histoire. Christine, à l'époque où j'y venais souvent, ça s'appelait l'Action Christine. C'était d'ailleurs une chaîne de cinéma qui s'appelait Les Actions. Il y en avait 3 ou 4, tous dans ce quartier-là. Et je suis venu beaucoup à l'adolescence dans ce cinéma pour voir des cycles de grands cinéastes. C'était à l'époque de mon adolescence et même début de mon âge adulte, la seule façon de voir d'un coup ou sur une petite période tous les films d'un cinéaste, c'était ces rétrospectives qu'il y avait dans ce genre de cinéma comme l'Action Christine. C'est les cinémas du moment où j'ai commencé à être un peu cinéphile, d'un snobisme d'ailleurs insupportable. Un peu Edouard Baird alors. Sans doute, ouais. Enfin, je crois que j'étais snob. En fait, j'avais une petite amie, quand j'avais 15-16 ans, 16-17 ans, qui était très cinéphile et qui allait voir beaucoup de films d'auteurs très, très pointus. Et je voulais qu'elle m'aime et je voulais qu'elle m'admire. Et donc, j'ai essayé de faire comme elle. Et je me suis mis, à ce moment-là, à aller beaucoup dans les cinémas du genre de l'Action Christine. Alors, j'y allais par snobisme, mais il m'en est resté beaucoup de choses quand même. Christine Cinéma Club, cinéma indépendant d'art et d'essai qui a ouvert en 1973 dans le quartier de l'Odéon, dans le 6e arrondissement. Beaucoup d'œuvres de répertoire, on l'a dit, grands classiques français, grands classiques étrangers, et puis des rééditions, des copies neuves, des festivals, des rétrospectives, des cinéma clubs, avec aussi quelques invités passagers comme James Ellroy, qui affectionne particulièrement le cinéma, et on l'a compris donc, David Castello Complètement. Lopez. En plus, c'est dans une petite rue du quartier latin,
avec des immeubles extrêmement anciens. C'est charmant à tous les égards. C'est super. Eh bien, merci au Christine Cinéma Club pour leur accueil. Merci à vous, auditeurs, spectateurs. Vous le savez, vous nous suivez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Prime et bien sûr sur YouTube pour voir ce doux visage de David, sur Instagram, biopic.podcast. On va revenir un tout petit peu vite sur ta carrière pour refaire les présentations, même si les gens te connaissent évidemment à travers Small Talk sur Combini ou France Inter. Mais dans quel ordre mettre ça ? Est-ce qu'on dirait d'abord que tu es un journaliste ? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Et oui, donc oui. Et oui, que tu bien poursuis sûr. toujours. Et que je poursuis, bien sûr. Donc je suis d'abord un travail. journaliste. Ouais. Journaliste, humoriste, vidéaste, franco-portugais. Avec toi, c'est toujours instructif et drôle. En chronique radio, télé, sur Internet, sur les planches, tu jongles entre l'histoire, la chanson, pour comprendre un peu ce monde si complexe. Et ça finit souvent en vidéo culte, même avec le célèbre clip, bien sûr, Je possède des thunes et plein d'autres choses. Tu nais en 1981 à Paris et tu vas vite faire des allers-retours entre Saint-Ouen et le Portugal. Alors, pas Saint-Ouen. Quelqu'un a écrit un jour que j'étais né à Saint-Ouen. Voilà. Pas du tout. Et c'est une journaliste suisse, d'ailleurs, qui a écrit. Tiens. Je n'ai vraiment jamais vécu à Saint-Ouen. Ok. Saint-Ouen, c'est une petite ville, une petite banlieue de Paris qui colle Paris, mais je ne suis pas né à Saint-Ouen. Je n'y ai pas passé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Saint-Ouen ? Rien. Mais ma mère a grandi avenue de Saint-Ouen, qui est une rue, qui est une avenue, qui est à l'intérieur de Paris. Mais je n'ai pas de rapport avec Saint-Ouen. Quelqu'un l'a écrit et genre, par cascade, depuis 5 ans, le nombre de gens qui m'ont dit « Bah alors, t'as grandi à Saint-Ouen ?» Non, j'ai pas grandi à Saint-Ouen. En tout cas, t'étais quelque part en France. Oui, j'étais au à Paris. Portugal. À Paris et au Portugal, ouais. Et au Portugal, pourquoi ? Parce que tu avais un papa, Oui. tu as un papa, photographe, distributeur de films à Lisbonne. Oui. Donc le cinéma, il est là depuis longtemps dans ta vie. Il est complètement là depuis longtemps. J'avais un père qui était distributeur de films. Et le père de mon père s'appelait donc Gérard Cassé-Lopez et son père s'appelait José. Et José qui était né en 1880. Mon grand-père était né en 1880. Donc, et José Castello-Lopez, ça a été une des personnes qui a amené le cinéma au Portugal. Il a créé la première société de distribution de films au Portugal en 1916. Et il a distribué des films. Et ensuite, ses 2 fils, dont mon père, ont repris son entreprise. Et donc, oui, j'ai grandi dans un univers avec un père qui avait des connaissances encyclopédiques sur le cinéma. Mais c'était comment ? Tu vivais ça avec lui ? Tu as vu beaucoup de films au Portugal ? Tu as été immergé dans tout ce que ça pouvait comporter ? Oui, à travers quelque chose en particulier. Le travail de mon père, c'était de louer des salles de cinéma et puis d'acheter les droits de diffusion des films et de les passer dans ces cinémas. Donc j'allais dans les cinémas avec le nom de mon père dessus, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Au Portugal, il y a encore des cinémas Castello-Lopez. Ça existe toujours, ça n'a plus rien à voir avec ma famille, mais ils ont gardé le nom parce que c'est un nom qui existait un petit peu pour les Portugais, donc c'était une marque un petit peu. Donc ça, c'est la première chose. Et surtout, il y a la deuxième chose, c'est que dans les années... fin des années 80, début des années 90, la société de mon père s'est mise à éditer des cassettes vidéo VHS. Et donc, on a reçu à la maison mais genre des dizaines et des dizaines de cassettes vidéo de films. Et ça a été ça peut-être un des trucs les plus marquants. C'est-à-dire que tout à coup, on avait des caisses et on pouvait regarder 10 films tous les jours. Et j'ai vu comme ça 16 fois Hot Shot, par exemple, le film. Ah ouais, c'était un classique pour tout le monde. Ouais, un classique de la comédie. Et voilà. Et par ailleurs, je pouvais avoir un peu des discussions sur le cinéma avec mon père, mais pas non plus... il essayait de transmettre comment ça se passait avec lui un petit peu. Il a surtout, je pense, quand j'ai commencé à être un petit peu pointu sur le cinéma, quand j'avais... parce que j'étais snob quand j'avais 16-17 ans, je lui ai parlé de films que, bien sûr, il avait vus quand ils étaient sortis. Mon père était très vieux. Mon père, il m'a eu à 56 ans, donc il a commencé à aller au cinéma, mon père, dans les années 30. Donc il avait quand même pas mal de choses à dire sur ces films très anciens. Et t'es resté marqué donc par l'idée de l'image archivée. On t'a aussi récemment organisé une expo sur le travail de ton papa photographe. Oui, qui était photographe.
Ce rapport à l'image, quel est-il jusqu'à aujourd'hui? Tu fais des clips, tu fais Ouais, des ouais, bien interviews. sûr. C'est quoi? C'est l'idée d'archiver? C'est l'idée de garder, en mémoire? Alors ça de toute façon, c'est-à-dire que j'ai une névrose très, très forte du temps qui passe, qui me fait, enfin je pense que tout le monde a une névrose du temps qui passe. Chez moi, elle est un petit peu plus développée que la moyenne et j'ai une obsession de l'archivage depuis que je suis, enfant quoi et je prends des photos de tout dans ma vie, par Tu fais de la exemple. photo Je aussi? fais de la pho je fais de la photo je fais de la photo. J'ai voulu, à un moment, être photographe. C'était un petit peu dur de l'être à la suite de mon père qui était quand même plus doué que moi, quoi. Mais je l'ai quand même été. Je voulais l'être, quoi. J'étais même à un moment, je me suis dit: «Non, je vais être ça». J'ai pas eu le courage, je pense, parce que j'aurais trop souffert d'échouer et donc j'ai pas eu le courage d'essayer d'être photographe vraiment. Mais au-delà du fait d'être photographe, j'ai pris assez tôt des photos de ma vie juste pour garder les choses en mémoire. Et alors, depuis qu'on a les téléphones portables, c'est devenu. Je prends, je prends des photos de chaque rendez-vous que j'ai avec des gens, de tout le temps. Et en plus, ces photos, maintenant, elles sont datées et géolocalisées. Et donc, c'est fait pour ma névrose, quoi. C'est-à-dire que c'est fait, c'est fait pour moi. Je suis trop content de me dire, OK, je prends une photo de cet instant-là. Non seulement j'ai la photo, et en plus j'ai exactement la date, l'heure et l'endroit. Ah, ça m'apaise. Non, bien sûr, et Raymond Depardon fait des photos tous les jours avec son téléphone portable, Tout et à fait. moi je ressens exactement ce que tu dis, c'est-à-dire on a eu des envies peut-être de faire des Ouais, ouais, images, ouais. on est plutôt dans un travail journalistique. Ouais, ouais. Comment on se situe là au milieu, artiste ou pas? Est-ce que toi tu te questionnes là-dessus? Tu Bah, te dis tiens, le cinéma justement, la photo? Est-ce parce que j'avais pas fini de répondre à ta question, que par ailleurs, sur l'importance de l'image, oui, j'ai fait beaucoup de photos et ça m'a quand même. Je me rends compte que ça m'a formé la photo à un truc tout bête, c'est vraiment la composition de l'image. C'est-à-dire que et c'est des trucs que je sais pas si on voit dans mes vidéos, mais enfin, souvent, je me fais chier, quoi. Et il y a pas mal d'images, en particulier de mes clips, qui sont quand même un tout petit peu shadowed au niveau de Bien la, sûr. la comp- de la composition. Et ça me vient de la photo. Et ensuite, ce que tu dis sur, bah oui, moi je suis un petit peu à cheval entre la fiction et le journalisme, quoi. Donc il y a toujours un petit côté documentaire. Mais enfin, quand je fais dans une vidéo d'explication sur la Suisse, je fais un clip de 2 minutes 30 sur une chanson que j'ai composée, on est tout à fait dans le journalisme, quoi. Donc on est quand même dans quelque chose qui Bien soit de sûr. l'ordre de la fiction, quoi. Tu as fait, on le dit, des études d'histoire à la Sorbonne, puis tu t'es tourné vers, donc le journalisme, TSF Jazz, Radio Nova, Le Gorafi, les chroniques, dans l'effet papillon et le petit Oui. journal de Canal. En Suisse, dans 52 minutes, sur Arte avec Intéressant, sur Europe 1 et aujourd'hui, sur France Inter. Oui. Et puis sur scène, après Authentique, tu prépares, Délicieux. Délicieux. Eh Et bien, sur Arte, c'est plus intéressant maintenant. C'est une autre chronique que je fais en plateau maintenant qui s'appelle Le Monde des choses, voilà, qui ouais. a remplacé Intéressant. Mais tu es un vrai couteau suisse. Et le cinéma alors, justement, on en est où? Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu la chance de louer tes talents dans une série suisse, Oui, avec oui, Zep. tout à fait. Sur la vie de Jésus. Et d'ailleurs, ça reste une de mes seules expériences pures de comédien. C'est-à-dire où j'étais juste comédien et j'avais adoré faire ça avec toi. Et, Ça t'intéresse? Tu veux oui. réaliser d'ailleurs? Parce qu'on Ouais. s'imagine, quand on voit tout ce que tu fais, on imagine aux commandes de quelque chose. Bah, c'est des trucs qui restent. Bien sûr, en fait, bien sûr, dans mes vidéos, on peut dire qu'il y a des petits moments qui peuvent ressembler à de la fiction. C'est quelque chose que j'ai en tête. C'est un peu dur de sauter ce pas-là. Parce que, encore une fois, l'échec ferait mal. Alors, je l'ai fait déjà pour la scène, c'est-à-dire que j'étais pas quelqu'un qui faisait de la scène du tout, et j'ai fait un spectacle et ça a bien marché. Et je commence Tu sais à que le sentir. cinéma pourrait être le... Ouais, un truc. Et je sais pas, il y a un moment où je commence. Ça a dérangé commence à personne avant sentir- toi. Ça a pas dérangé Edouard Baird Oui, de tout à faire des fait. trucs qui n'ont pas eu du succès. C'est vrai. Laurent Baffy, les clés de bagnole. Enfin, je fais peut-être des comparatifs un peu Non, bêtes. non, Mais des gens qui se sont lancés dans des trucs qui deviennent des objets. tout à fait. Mais en fait, plus que de ne pas avoir de succès, qui est quand même, c'est peut-être une autre idée encore ça, mais c'est l'idée de, vas-y, je veux faire un truc que je trouve bien et je veux me sentir capable de le faire. Et je commence à sentir que peut-être, je suis capable de faire quelque chose qui, peut-être pas un film, mais en tout cas des choses plus courtes, qui soient de l'ordre de la fiction. Je commence à sentir que
c'est peut-être pas impossible. Je suis peut-être pas incapable de le faire. Et donc, c'est le début de peut-être le faire. C'est exactement ce qui s'est passé avec la scène. Pendant un moment, je dis, mais même pas en rêve. Et puis, moi, je fais, peut-être quand même. Et ce que je ressens avec le fait de réaliser, en ce moment, c'est voisin de ce que j'ai ressenti il y a quelques années pour la scène. Donc, peut-être. On va en parler, je pense, par ce film La Bosse Stella, mais restons un tout petit peu sur ton rapport de cinéphile. Est-ce que tu te considères comme un cinéphile déjà? Euh, Oui, dans une certaine mesure, il y a des degrés, disons, dans la cinéphilie. Et j'ai, dans ma vie, rencontré des cinéphiles, des Pointu. vrais pointus. Et je me dis, si eux, s'ils ont le titre de cinéphile, c'est un petit peu bizarre de me le donner à moi-même. Mais oui, j'ai vu des films depuis longtemps, j'en ai vu beaucoup. J'ai pas d'énormes connaissances encyclopédiques sur le cinéma, mais ouais, on peut dire que je le suis, ouais. Comment tu consommes, si je peux me permettre le terme, les films? C'est à la maison, c'est au cinéma? Au cinéma, tu te places où? Comment c'est Ouais, la ouais. situation idéale pour Don Euh, Castillo Lopez? c'est à la maison ou au cinéma. Je vais moins au cinéma que j'y suis allé à une époque, mais j'y vais toujours assez régulièrement. Et où est-ce que je me place dans la salle? Euh, Troisième, enfin ça dépend beaucoup des salles. Mais je dirais, je suis pas de ces gens qui aiment être loin, et je suis pas les gens qui se mettent au premier rang, qui sont une espèce un petit peu à part. On me disait d'ailleurs, ma petite amie à l'époque me disait, les cinéastes font les films pour les gens du premier rang. Ça m'a toujours paru, je dis, mais ça me paraît un petit peu bizarre, parce que c'est quand même globalement un peu désagréable, quoi, d'être au premier rang. Non, troisième, relativement près, plus près que beaucoup de gens, pas non plus au premier rang. Voilà. Le premier film qui t'a marqué, ton vraiment premier souvenir de cinéma? Peut-être un peu différent pour toi si tu avais un papa dans le domaine? Non, mais ou, je me souviens de ce que je peux dire. En juin 1984, Ah ouais. j'étais aux États-Unis avec mes parents. On a fait un voyage avec la famille. Et on était dans un motel. On s'en fout un peu, mais je sais pas, ça plante un peu le décor. ça plante bien le décor. On était dans un motel. Et donc, moi, j'étais avec ma sœur et la meilleure amie de ma sœur. Et mes parents sont allés dîner chez des amis qui habitaient à Los Angeles. Et avec ma sœur et son ami, on a regardé la télé, et il y a un film qui est passé ce soir-là. Et je crois ça s'appelait The Blob. C'était un film un peu, je crois, série B des années 40 ou 50, que j'ai vu avec elle. Et c'est l'histoire d'une sorte de pâte à modeler, mais qui a une conscience, et qui envahit la ville, qui écrase tout le monde sur son passage. Et j'ai vu ce film avec ma sœur et son ami, et j'ai été terrorisé à un point. J'ai fait des cauchemars dont je me souviens encore aujourd'hui. C'était mais l'idée d'une masse informe qui est une sorte de monstre sans visage qui écrase tout sur son passage. Mais le degré de terreur que ça m'a mis dans la gueule, j'avais 2 ans et demi. Hein. Ouais. Et je pense que voilà, c'est un de mes premiers, je pense que c'est mon premier souvenir de cinéma, 2 ans et demi à Los Angeles, ce film qui s'appelle, je crois, The Blob. Faudrait peut-être Oui, revoir c'est le The titre. Blob. C'est ça, c'est The Blob, Ouais. ouais, voilà. Donc t'es pas passé par la case dessin animé, les Disney, Oh, ou en tout cas c'est moins marquant. Mais en tout cas, je veux dire, le juin 84, c'est par ailleurs les premiers souvenirs de mon existence. Même, c'est ce voyage aux États-Unis, c'est les premiers souvenirs de mon existence. Donc, j'ai peut-être la preuve presque mathématique que c'est mon premier souvenir de cinéma. Et bien sûr, oui, après les Disney, évidemment, oui, je les ai vus comme tout le monde, les dessins animés. Ma mère, elle enregistrait des dessins animés sur cassette VHS, et c'est ces moments incroyables de l'enfance où on peut voir un film sur une cassette VHS à l'époque, finir le film, rembobiner la cassette, le revoir, et le faire une 3e fois, et le faire 3 fois dans une journée, et en passant même à la 3e fois, en ayant une joie immense à voir le film la 3e fois de suite, ce qui n'arrive plus ensuite à l'âge adulte, quoi. Tu me l'as dit justement ça hors émission, en préparant l'émission, l'époque de la VHS révolue, tu ne revois plus les films. On revoit plus les films parce que tout est disponible. Les films que j'ai revus à l'âge adulte, je les ai beaucoup revus parce que tiens, t'es un soir chez toi, tu veux voir par exemple un film rigolo, en fait il y en a 5 dans ta filmothèque, et tu dois choisir parmi ces 5. Si après le lendemain peut-être tu peux aller t'en procurer un autre, mais si tu veux voir un film drôle à ce moment-là, en fait tu choisis parmi les 5 que t'as. Et c'est comme ça que j'ai vu peut-être 10 fois des films, quoi. Hot Shot.
Hot Shots, Sacré Graal. Ouais, le Sacré Graal. Sacré Graal. Et par ailleurs, oui, après des choses qui sont pas des films, mais j'avais les cassettes des Robins des Bois, qui était un groupe d'humoristes de la fin des années 90, début des années 2000 en France. J'ai dû voir leurs cassettes 10 fois aussi, quoi. Aujourd'hui, je vais faire, non, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de drôle à voir ce soir? Et j'ai accès à la totalité de ce qui est... À la totalité, mais enfin, à un nombre beaucoup plus grand de films, donc je vais essayer de voir quelque chose de nouveau, quoi. J'ai réalisé un film qui s'appelle La Bostella. Pardon. Viens le voir. Tu passeras un bon moment. Excellent film, me disent les gens. Je dis stop, j'ai pas envie de ça en ce moment. Beaucoup de gens déboussolés me disent ah, au secours, Édouard, c'est mon prénom. Et je dis mais non, le jeune, viens, la pêche. Viens le voir, ce film, La Bostella, car ce sera bien. Le début était mieux. Direction maintenant La Camargue, un huis clos de potes, un tournage bricolé, une mise en abîme de la création télé avec La Bostella, comédie de et avec Edouard Baird qui sort en 2000. En 2000, c'est Bill Clinton qui dirige les États-Unis, c'est Jacques Chirac en France. Pour remettre un peu le contexte, la France est à un moment charnière, fin des années Canal+, nulle part ailleurs, bien sûr, qui va se terminer en 2001, la pub qui sature. Dernier souffle des grandes émissions d'auteurs, l'humour télé change, devient plus cynique, plus segmenté. Internet n'est pas encore là pour casser le monopole de la télé. Et le cinéma français, lui, il oscille entre grandes comédies populaires et comédies d'auteurs décalées. Moi, j'avais 13 ans en l'an 2000. Et David, où était-il? Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? En l'an 2000, moi j'ai eu mon bac en juin 1999. Et donc en l'an 2000, 99-2000, c'est ma première année d'études. Et je vais à la fac. Je fais des études d'histoire. Et en fait, à la fac en France, par rapport à une année de terminale, on a beaucoup plus de temps. Il y a beaucoup moins de travail parce que c'est comme ça, la fac. On peut décider de travailler énormément. Enfin, on peut aussi réussir en travaillant pas non plus grandement. Surtout dans cette filière histoire. Je pense qu'en médecine, c'est pas le cas. Mais en histoire, c'est le cas. Et donc, j'avais pas mal de temps. Et avec mes amis, c'est le moment où on a commencé à faire essayer de faire des petits films, à faire des petits trucs en tournée-montée avec des caméras H8. Et avec mes amis, c'est le moment où on a découvert Edouard Baird avec le centre de visionnage sur Canal+. Bien sûr. Il faut faire un sketch, Edouard, les gens ils attendent. Non, sois gentil, Jamel, tu vois, sois un peu tolérant, sois ouvert sur d'autres façons de... Le sketch avec la tortue, c'était bien ça, regarde. C'est la tortue, elle va faire... Ben, je vais le faire lundi, c'est bien, c'est drôle. Fais-le avec les gens, regarde, faut que les gens... Lundi, je vais le faire, on va hurler de rire avec la tortue, lundi. Avec un court-métrage que Edouard Baird a fait avec les mêmes gens qu'il y a dans La Bostella et qui s'appelle Chico, notre homme à Lisbonne. À nous deux, José. Je sais où tout est. Enfin, où tout est, quoi. Ce soir, mis à mort, mis à mort. Quoi? Chico a trouvé le chemin du club? J'ai dû voir 40 fois, quoi. Genre vraiment, Patrick Mille. Patrick Mille. Et tous les mêmes de la bande qui se passent en plus au Portugal, dans mon pays. Et donc avec plein de références à mon pays qui m'étaient très familières. Et à la suite de ça, il sort La Bostella et on s'est précipité avec mes amis pour le voir en tant que, mais genre vraiment fan, quoi. Alors voilà, je vous présente le premier intervenant, c'est Maître Morissard. Maître Morissard, bonjour. Bonjour. Maître Morissard, vous êtes le représentant de la gamme de cosmétiques Pulici. Oui, en Oui. effet. Pulici pour lui, Pulici pour elle. C'est une gamme de lac pour roux. C'est un produit qui est la pêche. Il y a la pêche, mais qui n'a pas le don de faire rire les productrices de télé. Si, hein. si. Ça puisse rire. Mais, Si. montre-le si c'est drôle. Il a bossé, Gilou, hein, ça c'est un boulot quand même. Il a pas d'autre source de revenus. Vraiment, avec mes amis, genre, il y avait personne qu'on mettait au-dessus d'Edouard Baird. C'était, pour nous, il avait tout compris. Tout ce qu'il disait, c'était super. Et on est allé voir La Bostella avec cette idée-là, cette perspective-là, cette mentalité-là. Et on a été un peu étonnés sur le moment de La Bostella. Parce que La Bostella, c'est pas qu'un film drôle. Et on n'avait pas très bien compris. On a dit, ah, c'est Edouard Baird, on s'est précipité. On a dit, ah putain, c'est un peu, il y a quand même des moments un petit peu dark. Mais par la suite,
c'est, je pense, qui a fait que j'ai encore plus aimé ce film. C'est qu'il n'y a pas que des blagues dedans. Comment tu le résumerais alors pour celui qui ne l'a jamais vu, le pitch? Le pitch, c'est un présentateur d'une émission comique à la télévision française qui se voit confier beaucoup plus de temps d'antenne qu'il n'avait jusqu'à présent, et il se réunit avec la bande des gens avec lesquels il faisait cette émission pour préparer la rentrée, préparer donc avec un enjeu gigantesque l'émission de la rentrée. Et c'est le chef de ce groupe de gens, d'acteurs, de comédiens et d'humoristes qui travaillent avec lui. Lui, c'est le chef. Ils se réunissent dans une maison de vacances au soleil dans le sud de la France. Et en fait, il est complètement submergé par la tâche. Et tout n'est que échec, en fait, successif. Alors je vais te dire, des acteurs, et je ne parle même pas d'amitié, hein, des acteurs, ça se soutient, ça se met en valeur. Je veux dire, on n'est pas des bêtes de foire qu'on bisute. J'ai passé l'âge de me faire humilier. Petit espoir suivi d'échec, petit espoir suivi d'échec. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle la Bostella. Parce que la Bostella, c'était une danse. Et une chanson d'un générique des années 60. Des années 60, exactement, fait par un monsieur qui s'appelait Honoré Bostel, je crois que c'est ça. Et le principe de la Bostella, c'est une alternance de joie et de tristesse. Et c'est exactement le modèle que prend le film. C'est une alternance d'exaltation, d'enthousiasme et d'abattement et de tristesse. Et film qui s'inscrit bien sûr dans la tradition des films de bande, que j'ai donc découvert pour la première fois, je disais, mais qui me rappelle un peu Drugstore de Patrice Lecomte, les acteurs de Blier, bien sûr, et puis les films méta sur la création, La Nuit américaine, bien sûr, mais aussi C'est arrivé près de chez vous. Moi, ça m'a même fait penser à ça. Oui, c'est tout à fait un film méta sur la création. Il se filme lui-même en train de créer un film, en fait. Même Clerks de Kevin Smith aussi, si Bear avait été américain, ou Coffee and Cigarette de Jarmusch pour ces discussions tout à fait, ça, j'ai vu ça, infinies. On retrouve, je pense, dans ce film, du coup, beaucoup de choses qui te ressemblent. Tu me disais, j'ai de la peine à trouver un film culte, un film qui me ressemble, et tout d'un coup, cette Bostella que je check comme ça, que j'avais jamais vu, qui est niche, qui est devenu culte pour un public comme toi, j'imagine, d'amateurs dès le début. Mais on va tenter de faire des petits parallèles avec d'abord, évidemment, la bande de copains. On a dit tourner en Camargue, en huis clos, entre amis, d'où cette impression de documentaire improvisé, en plus petit budget, donc c'est vraiment filmé avec les moyens du bord, comme toi, je faisais des films avec ma mini DV. On imagine tout à fait le truc. Et parmi les comédiens, des potes d'Edouard Baird, bien sûr, mais on reconnaît parmi eux Patrick Mille et son personnage de Chico des Brésil. J'ai découvert, enfin tu le prononceras mieux que moi, qui va devenir culte, évidemment, sur Canal+. Isabelle Nanty en productrice, François Rollin en docteur, ou encore Ariel Wiesman, Atman Khelif et Vincent Desagna qui font des apparitions. L'équipe vivait quasiment sur place, créant cette atmosphère un peu de colo. Tu te retrouves, toi, dans ce joyeux chaos festif. Tu disais, les copains, c'était important pour toi aussi? Tout concordait? Je pense que oui, et il y avait quelque chose qui nous permettait de nous identifier. C'était précisément ce côté petit budget. Ce côté, on fait ça avec des caméras qui ressemblaient à celles qu'on avait. Ça, c'est un peu, tout ça est un peu bancal, à moitié improvisé. Et c'était très facile pour nous de nous identifier à la bande d'Edouard Baird, précisément pour ça, quoi. C'est-à-dire que ça semblait à notre portée. En fait, c'était quand même un film qui était fait, alors ça avait beau être petit budget, il y avait quand même du budget. Il y avait 200 et quelques mille, je crois. Oui, voilà, ils avaient quand même des scripts, ils avaient des chefs-op, c'était pas non plus fait avec un caméscope à la maison, mais... Enfin, je doute, ça look un peu caméscope quand même. Il y avait un look caméscope. Il y a des plans qui sont vraiment et d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'au cinéma, ça passait, mais aujourd'hui, regarder la Bostella sur un grand écran en 4K, tu fais waouh! Genre, quand t'es à plus de 2 mètres des personnages, tu vois pas trop leur visage, quoi, quand même. C'est pas d'une grande définition. Mais c'était une des choses qui nous permettait de nous identifier. Et on a fait, d'ailleurs, on a fait des films un peu à la Edouard Baird avec mes amis, qui existent toujours aujourd'hui, qui sont pas visibles comme ça publiquement, mais enfin qui existent. Qu'on veut voir. Je comprends rien, mais au niveau cardiaque, il n'y a rien. Au niveau des bronches, il n'y a rien.
Sur le plan musculaire, rien. Rien. Oui et non, oui et non, oui et non, parce que à partir du moment où je trouve rien, ben, ça peut être tout. La création en crise, justement, ce personnage d'Edouard Baird qui doute, qui procrastine, qui fuit sans arrêt et qui revient et qui rigole et qui panique. Toi aussi, dans tes chroniques, tu joues avec cette idée de comment on raconte, comment on structure, comment on fait les choses. Est-ce que tu te reconnais, toi, dans cette panique douce que traverse Edouard Baird dans le film, ou est-ce que c'est un truc dont tu t'es rendu compte plutôt après? Tu le disais, avec le recul, je me rends compte de la difficulté de gérer aussi une équipe et en fait, créer. Il y a plusieurs trucs. C'est que moi, quand je faisais les films avec mes amis, les espèces de simili-films quand on était jeunes adultes, il n'y avait pas de chef. Il n'y avait pas de chef. Je l'ai aussi vécu parce que j'ai eu un groupe de musique dont j'étais le chanteur et celui qui composait les chansons. Mais enfin, j'avais pas de titre de chef. Donc, en fait, tu peux pas dire aux gens du groupe, fais ça. Mais t'en as très envie. T'en as très envie, et il y a des fois où t'es un peu sûr de toi sur le fait qu'il faut faire ça. Mais contrairement à Edouard Baird, qui a quand même c'est une autorité investie dans le film, s'il dit on fait ça, sa parole a un poids, quoi. Moi, j'avais pas ce truc-là. Et donc, voilà, il avait quelques avantages par rapport à moi dans le film. En revanche, j'ai vécu ça ensuite un tout petit peu parce que j'ai été chef de service au Monde. Et là, il y avait 13 personnes dans mon service. Et là, il y avait un peu ce truc de comment tu fais pour que tous ces gens travaillent ensemble. Et je me suis... Effectivement, il y a un petit peu des moments de genre, il y a lui qui a un problème, et lui qui a un problème, et elle qui a un problème. Et comment tu fais pour que tout le monde soit content, quoi. Et c'est une responsabilité un peu pesante. Et là, effectivement, il y a eu des petites résonances. Moi, j'ai réglé le problème en n'ayant pas d'équipe, en fait. Si tu regardes dans mes vidéos, c'est moi qui fais... jusqu'à présent, c'est moi qui fais la plupart des trucs. J'ai un caméraman, quelquefois un comédien, mais c'est très très rare que j'en ai un. La plupart du temps, quand il y a un comédien, c'est moi qui joue tout le monde. C'est moi qui fais ma propre musique, mon montage. Donc, je n'ai pas eu à gérer les problèmes d'avoir toute une équipe qui doit être contente. Et c'est un des grands bonds d'ailleurs que je devrais faire si jamais je me mets à quelque chose d'un peu plus ambitieux d'un point de vue cinématographique, c'est qu'il y a un moment où tu peux plus faire tout seul. Et donc, peut-être que je vais être confronté une nouvelle fois c'est clairement un autre exercice pour l'avoir expérimenté quand on a tourné cette série avec 80 personnes tout d'un coup sur un plateau. On fait plus le même travail quand on a l'habitude du fait main. D'ailleurs, Edouard Baird se retrouve donc dans cette situation. Il doit construire une émission plus grande que ces petites chroniques à succès. Comment tu vois ça quand même à ce point-là de ta carrière? J'imagine qu'on te propose des choses et que tu y réfléchis. On voit beaucoup de chroniqueurs qui sont connus pour leur travail de chroniqueur et qui, quand ils se lancent dans plus grand, ça leur ressemble moins, ça fonctionne moins. Comment toi tu vois ça? Comment tu perçois justement ce moment de ta carrière qui, je pense, est un tournant? J'ai fait ce bond avec la scène déjà. La scène, c'était un bond dans le sens où c'était un mode de création que je connaissais pas, le fait de parler directement à un public, mais par ailleurs, c'est mon premier spectacle qui durait 1h30. Et c'était la première fois que je faisais quelque chose qui durait 1h30. J'avais jamais rien fait qui durait plus de 7 minutes 30 avant dans ma vie. Et tout à coup, il a fallu développer un propos sur 1h30. Et donc, c'était la moitié du bon de faire un spectacle, c'était celui-là, c'était celui de la longueur. Et si jamais je me mets à faire des choses plus longues, je le ferai de la même façon par petits bouts. C'est-à-dire, vas-y, faut que ça fonctionne sur 3 minutes, cette nouvelle chose, ok, ça marche, vas-y, maintenant, faisons un peu plus long, construisons un truc, et je ne publierai jamais quelque chose dont je ne suis pas sûr et dont j'ai pas testé la longueur. Donc, je sais pas comment ça se fera, mais je ne ferai pas un truc où genre, vas-y, donnez-moi plein d'argent et je vais faire un truc super long. Non, je vais être modeste, calme, et je ne ferai quelque chose de long que quand je suis sûr que je trouverais ça réussi, quoi. Est-ce que la Bustella t'a appris à quand même comprendre comment fabriquer du contenu? Je pense que oui, un petit peu quand même. Ou c'est plutôt Edouard Baird, son personnage, qui t'a appris des choses sur, bien sûr, son rapport au langage, jouer avec le réel, cette ironie douce. Et Edouard Baird, en fait, il y a quelque chose dans Edouard Baird, mais que je pense assez fort sur lui, c'est que c'est une des personnes qui continue à me faire le plus rire du monde. Et les
les chemins qu'il prend pour être drôle, c'est français. Il y a un truc profondément français dans l'humour d'Edouard Baird. Alors que très souvent, en fait, quand on voit des gens sur scène, des choses drôles, on voit une filiation avec les États-Unis. Très, très souvent. Et le stand-up, bien sûr. Et de façon plus criante encore dans le stand-up, c'est quelque chose, c'est de l'Amérique dégradée, très souvent. De l'Amérique égalée dans le meilleur des cas, mais souvent quand même de l'Amérique un peu moins bien. Je pense qu'Edouard Baird, il a rien d'américain. Il a un truc qui est profondément français et qui tient à... En gros, son gros vecteur de blague à Edouard Baird, c'est les gens qui s'écoutent parler. Le côté ronflant, ridicule, précieux, pompeux mais vide, qui est typique d'un certain milieu de la culture en France. Et tu vois, des gens qui peuvent parler pendant 9 minutes avec des phrases très bien construites qui sont vides, quoi. Et le personnage d'Edouard Baird, quand il fait ce que lui a envie de faire, c'est-à-dire quand il fait ses propres créations, ses propres vidéos, La Bostella, Chico Notre-Dame à Lisbonne, c'est en gros un personnage qui est à peu près toujours le même, de mec qui s'écoute parler, hyper enthousiaste, qui prend toute la place pour dire que dalle. Comme dans Burger Quiz, moi, il y a cette scène avec Gérard Darmon qui a disparu depuis 10 ans et il fait ce monologue tout à au fait. sosie de T'es Gérard là avec Darmon. ta petite chemise de merde. Moi, quand je vais mal, c'est. Mais c'est exactement ça. Et c'est exactement dans La Bostella, il y a plusieurs moments où il fait exactement ça. Quand il dit, il accepte d'aller promouvoir les meubles d'un Focard, les canapés Focard, où il se retrouve dans cette petite ville, et il y a tout à coup, il veut absolument échapper à sa responsabilité de faire les émissions, donc il accepte tous les engagements. Il prend des engagements à, par exemple, aller promouvoir les canapés d'un vendeur de canapés local de la ville où il se trouve, et il prend le micro, il dit alors les jeunes aujourd'hui me disent ils rêvent Focard, bien sûr, ils ont envie de Focard, mais ils se disent mais non, c'est inaccessible. Eh bien écoutez, pas du tout. Je vais demander à Claude Focard, qui a la gentillesse de trouver à côté de moi, combien aujourd'hui je dois débourser pour m'offrir une vie Focard, une vie de rêve. C'est grosso modo, c'est toujours très difficile, bien sûr, quand on est là, quand on voit, je dirais, le panel, le choix des couleurs, des saveurs, parce qu'une saveur Focard, on peut tout à fait lécher un canapé Focard, on en a plein la bouche, plein les sens, plein les souvenirs. Ce moment du film, mais ça c'est du pur Edouard Baird, et c'était ce que... ça se moque de quelque chose qui, à mon sens, est profondément français, et il l'a fait à l'infini. Et même dans Astérix, enfin, la meilleure improvisation du monde, ça ne dit rien. Exactement. Mais ça, c'est le personnage d'Edouard Baird, et franchement, je peux le faire des heures, et avec des formules... T'as pas besoin de forcer la voix, hein, parce que ça m'impressionne vraiment, en fait. Il y a quand même une affiliation, enfin, quand tu limites, ça va très vite, tu es dans le personnage. Mais complètement. Et comme ça, avec des... je me souviens d'une fois d'un truc qui dit... Je pense que je sais plus dans quoi il a fait ça, mais il fait une improvisation sur la drogue. Et il dit genre... et c'est pas bien de regarder trop de films parce que ça peut vous mener loin. Ça peut vous mener à la marginalité, qui elle peut mener à la drogue, qui peut mener à la prostitution, qui elle-même peut ramener à la drogue dans un cercle, et vraiment, et il continue comme ça, et il sourit, et il y a ce sourire, le sourire d'Edouard Baird, qui est le sourire de connard content de lui, et qui fout partout, hein, et je trouve qu'il faut faire attention. Et il fait ça, et il sourit, et c'est vraiment et dans La Bostella, tout le temps, il fait ça, il fait genre, ok, d'accord, comme ça. Et il y a des phrases dans La Bostella comme ça où il dit genre et vous représentez, et j'ai presque envie d'en chialer, le pays réel. Vous représentez le pays réel. Et comme ça, et il en a rien à foutre des réponses. C'est ça le personnage d'Edouard Baird. C'est les fulgurances, quoi. Et il veut juste qu'on le regarde être en avant,
parler, il s'en fout de ce qu'on peut lui donner. Il entre et il sort, il ferme la porte. Exactement. C'est du Lucchini, c'est du Poulvord, enfin c'est tout ça. C'est très voisin de ça. Et bien entendu, il y a la question de la liberté de ton. Le film raconte la fin d'une ère télévisuelle, la fin d'une liberté, début des années 2000. Là aussi, qu'est-ce que tu en penses de cette liberté de ton? On est toujours aussi libre aujourd'hui? C'est un peu la question bateau, c'est un peu le marronnier, mais Non, il y a, en fait, on a perdu quelque chose? si on regarde la aujourd'hui Bostella aujourd'hui, c'est très facile de voir les trucs qui passeraient plus, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le blackface. Chico, Notre-Dame à Lisbonne, il est en blackface. Vous connaissez Chico Pulici? Oui, bien sûr. Bon, c'est pas possible ça. Mais je veux dire, à l'époque, en France, personne ne l'a même relevé. Mais bon, voilà, là, c'est un truc qu'on voit. Bah oui, Chico Notre-Dame à Lisbonne ne pourrait plus faire ce personnage grimé comme il l'est aujourd'hui, comme il l'était à l'époque. Et le deuxième chose, c'est qu'il y a une blague un peu quand même sur le viol à un moment, très légère, qui dure très peu de temps, alors qui est très vite désamorcée. Mais je pense que elle devrait être encore plus désamorcée si elle était faite aujourd'hui. Mais en dehors de ces deux choses... D'ailleurs, si tu la cliques, j'ai vu l'extrait sur YouTube et il est indiqué, voulez-vous vraiment voir cet extrait qui est un peu limite. Ah oui, oui. Donc après, c'est à toi de poursuivre ou pas, mais maintenant, il y a même des petits filtres qui passent sur des extraits qui sont un peu limites. Et c'est vrai que l'extrait est un peu limite, n'ayons pas peur de le dire. Non, tout à fait, tout à fait. Et alors, c'est pas un viol, mais enfin, c'est un moment vraiment où tu le revois dessus, tu fais « Ah !» Mais voilà, je pense que à part ces deux moments-là, je pense qu'il y a rien aujourd'hui. Ben, c'est quand même deux choses importantes, quoi. Mais en tout, c'est quelques secondes du film, quoi. En dehors de ça, je pense que la Bostella, elle passe encore aujourd'hui, quoi. Mais tu pars quand même de l'idée que c'est une œuvre et qu'elle se regarde continuellement malgré des petits détails, malgré évidemment Edouard Baird qui est passé par une zone un peu compliquée. Bien sûr, tout à fait. Puis il y a des trucs, genre plein de trucs qui sont exactement aussi drôles aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque, quoi. Oui. Mais je me demandais, moi, est-ce qu'il y a une différence entre quand vous regardiez ces trucs-là à l'époque et maintenant, sur la blackface, les blagues sur le viol et tout ça? Ça a cessé d'être acceptable, quoi. Et donc ça se remarque immédiatement, ça saute au visage, quoi. Ça saute aux yeux, alors que, je veux dire, j'avais même oublié qu'il y avait une blackface dans la Bostella. Il a fallu que je le revoie après le truc, me dire putain, en fait, il était en blackface, quoi. Je l'ai même pas remarqué, quoi. À l'époque, c'était le quotidien. Mais personne le remarquait. Personne le remarquait. Non, c'est ça qui veut dire. C'est peut-être les dur gens de riaient. se rendre compte. Non, mais personne. Mais je veux dire, quand je dis personne, c'est personne. Bien sûr. Je pense même les personnes noires qui regardaient le film, quoi. Bien sûr. Il n'y avait pas du tout de genre que dalle, quoi. Ouais. C'est le blackface inacceptable en France. Ça a 7-8 ans. Faut quand même se rappeler que pourquoi tout le monde l'a remarqué, c'est parce que Griezmann a fait un blackface. Oui. Il a fait un blackface en se déguisant en Harlem Globetrotter, comme hommage à ces sportifs qu'il aimait énormément. Et il y a des gens qui connaissaient bien le thème, parce qu'aux États-Unis, ça fait très longtemps que c'est inacceptable, mais en France, ça l'était pas. C'était juste pas, quoi, en fait. Et ça l'est devenu, quoi. Et aujourd'hui, au point que je revois la Bostella, je fais « Ah ouais, il est en blackface, en fait ». Je me souviens très bien, il y avait une vidéo en 2014 du Palma Show où ils font Maître Gims, blackface. Et au moment où ça a commencé à être inacceptable en France, le blackface, je me dis « Mais ils avaient fait cette vidéo-là », je suis allé revoir, il n'y avait pas un commentaire en dessous sur le fait qu'ils étaient en blackface. Il y avait même pas un commentaire, c'est-à-dire que... Et même ce film avec Valérie Lemercier, de Étienne Châtiez, enfin... Bref, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu une bascule et c'est tant mieux, évidemment. La Bostella, donc pour terminer, à sa sortie, ne va pas casser la baraque. Mais, je sais plus, non pas un grand succès, mais pas grave parce que pas de prix majeur, pas de gros box-office, mais ça devient un film culte. Et c'est d'ailleurs peut-être dans ta réflexion de tout à l'heure de dire est-ce que est-ce que ça va moins bien marcher? Et on sait bien que c'est les 20 ans qui vont passer qui font que Les Clés de bagnole, je reviens avec ce film, mais aujourd'hui sont des films cultes, bien sûr. Film de créateurs, de chroniqueurs, de gens qui ont un pied dedans, un pied dehors, La Bostella. Un film qu'on regarde aussi pour se rappeler un peu pourquoi on crée. Tu le revois, toi, ce film, du coup, régulièrement Je l'ai revu quand même, ouais. Parce que c'est souvent quand je sais pas, il y a une nouvelle personne qui compte dans ma vie, et ben je dis, oh, tiens, il faut trop qu'on regarde La Bostella, donc je l'ai quand même revu assez régulièrement. C'est quand même un des films que j'ai beaucoup vu, quoi.
On va terminer avec quelques questions express. Bien sûr. Sur tes goûts de cinéma, puisque tu l'as dit, tu avais de la difficulté à trouver quel film pouvait être. Alors peut-être que tu vas pouvoir te faire plaisir avec cette petite liste de questions. Parce que tu as eu de la peine à choisir tes autres comédies préférées, si tu nous fais ta petite liste perso. Ouais, La Cité de la Peur, Sacré Graal, Hot Shots. Plus récemment, j'ai quand même beaucoup aimé le film de Mr. V, Mac Walter. Mhm. Je l'ai vu à l'avant-première, et alors je crois qu'il est que sur plateforme, mais j'ai ri très très fort, quoi. J'ai trouvé ça, c'est vraiment dans la lignée de drôlerie de La Cité de la Peur pour moi, quoi. T'es quand même Très, bon très bien, public, quoi. toi, au cinéma. Tu te prends facilement. Non. Non. Non, je ris On très ne décroche difficilement. pas un sourire facilement. Non, et vraiment, j'ai eu des éclats de rire où je pouvais plus m'arrêter devant Mac Walter, quoi. Ton dessin animé préféré? Alors, ce serait plutôt une série, c'est Family Guy, mais ça peut pas être... Family Guy, ça reste un des trucs qui m'a marqué le plus. J'ai pris des notes sur Family Guy, j'ai revu Family Guy plein de fois, en français, Les Griffins, ça s'appelle. Mais sinon, je pense que les 12 travaux d'Astérix m'ont beaucoup marqué. Je l'ai beaucoup revu quand j'étais C'est enfant. drôle, je j'avais l'ai la acheté en VHS. DVD il y a 3 jours. Ouais. Bah ouais, pour me remémorer de nouveau, voir si l'animation tient la route, Ouais. parce que c'était pas de l'animation non plus folle. Oh, c'était quand même beaucoup plus animé que le manga, hein. Mais après, les mangas, ils sont devenus très très forts à un moment dans l'art de faire croire que c'était animé alors que ça l'était pas. Ça se voit qu'il y a 2 dessins Ouais. qui fait comme ça, et c'est le background, c'est le fond qui bouge pour montrer le mouvement, quoi. Enfin, c'est voilà. Non, mais c'est les 12 travaux d'Astérix. Ton film Nouvelle Vague, intello, inaccessible préféré? Je dirais fait que, bien. Je dirais que c'est le goût de la cerise de Abbas Kiarostami, Eh ben que Tout est dit. j'ai vu et beaucoup aimé, mais qui est pointu quand même. Le film que tu as honte, par contre, de n'avoir jamais vu, tu fais mine au dîner que tu l'as vu et non. J'ai jamais vu plusieurs chefs-d'œuvre du cinéma muet. Le Cuirassé Potemkin, par exemple. Alors, c'est quand même un peu pointu, mais C'est un peu pointu quand même, là. Tu prends pas beaucoup de risques. Quand on est dans des dîners avec un peu des cinéphiles, il y a un peu genre... Mais dans la liste des connus, je je sais pas, moi c'est Le Parrain, voilà, disons-le. Ah oui, non, Il y a, j'ai tu vois, fini un par truc voir. où c'est vraiment la teon. Pendant très très longtemps, j'avais pas vu ces films-là. J'ai vu Star Wars à l'âge de 30 ans. Voilà. Mais j'ai fini par le voir quand même. Mais je l'ai vu à l'âge de 30 ans. Donc pendant un grand moment, j'étais là genre, bah non, j'ai pas vu Star Wars, quoi. T'as pas vu Star Wars? Comment ça, t'as pas vu Star Wars? C'est ta copine qui t'a fait découvrir Star Wars? Non, du coup c'est mon rédacteur en chef à l'époque où j'étais à l'Effet Papillon sur Canal+. Il me dit, mais attends, t'as pas vu Star Wars? Et qui m'a offert le coffret de DVD. Le pack. Ouais. L'adaptation de bouquin la plus réussie pour toi, d'un livre, Ouais. d'une bande dessinée? Bah, il y a une vingtaine d'années, il y a un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle Tristram Shandy de Laurence Sterne, qui est un peu un classique du 18e siècle, qui est un livre complètement méta qui se regarde lui-même être écrit. Enfin, c'est par définition le truc inadaptable. Et il y a Michael Winterbottom, je crois, qui a adapté Tristram Shandy au cinéma, en adaptant le principe du méta, mais au fait de faire le film lui-même. C'est-à-dire comme de la même façon que le livre parlait du fait d'écrire un livre, le film parle du fait de faire un film. C'est inadaptable, normalement. En fait, Tristram Shandy, il y a quand même une adaptation que j'avais trouvée hyper réussie du livre, quoi. Donc, Tristram Shandy. Le film qui te fait chialer à chaque fois? Tu pleures facilement au cinéma? Je pleure très facilement au cinéma. Dès qu'il y a le moindre truc sur un amour impossible qui le devient, un rapport entre un père et son fils, une idée, une grande idée qui rapproche des gens qui sont très différents, que ce soit genre la musique, le sport, la guerre. Je pleure instantanément, mais genre, ça n'a même pas besoin d'être un bon film. Tu pleures plus que tu ris au cinéma? Je pleure, ouais, je crois que je pleure plus que je ris. Et genre, il y a un film que j'ai vu 1 ou 2 fois qui est quand même qui est devenu un de mes films complètement préférés du monde, Close Up. Et alors là, j'ai pleuré pendant un quart d'heure sans pouvoir m'arrêter quand j'ai vu à la fin de ce film. C'est voilà, donc Close Up. Du coup, le plus beau film d'amour? Before Sunrise. Ouais. Avec Ethan Hawke et la trilogie du coup. Et la trilogie, mais surtout le premier, c'est tellement génial, quoi. Je tremblais de larmes quand je l'ai vu.
Un film parfait que tu aurais rêvé avoir écrit, tu le vois et tu dis waouh, ça j'aurais voulu avoir eu l'idée. Avoir eu l'idée. Non, des films parfaits. Il y a des films que je dis que c'est des films parfaits. Sully de Clint Eastwood. Je crois que c'est parfait en fait. C'est tout l'arc narratif, les personnages, la façon dont c'est mené, le côté spectaculaire, la profondeur, la sobriété. C'est parfait. Et du coup alors, David Castello-Lopez au cinéma, est-ce qu'il y a des choses qui se profilent? Est-ce qu'on peut même ou ne pas en parler, mais dire qu'il y a des choses qui se passent? Non, il y a rien de Regarde précis. là, t'as pris la détente là tout à coup, on y arrive, on est enfin. Écoutez, voilà. Non, il y a rien de précis, mais j'y pense. Voilà, j'y pense et ce serait, je considérerais ma vie professionnelle comme un échec si j'y arrive pas. Tu y penses et on en a envie en tout cas. Merci infiniment Merci à toi, David Derek, c'était Castello-Lopez pour cette conversation. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Biopic sur Instagram, biopic.podcast, le podcast où on parle de cinéma mais aussi de création, de doute, de désir à l'image de la Bostella qu'on vous invite à voir ou revoir. Retrouvez tous les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Prime, YouTube, on l'a dit, pour voir nos jolies bouilles. Et comme toujours, on se quitte avec une petite citation. Elle est signée Edouard Baird qui a dit « On a toujours l'air d'être en train de faire quelque chose alors qu'on cherche simplement comment être vivant. » Pas mal du tout. À bientôt dans Biopic et d'ici là, mangez des films.